D'où l'intérêt de parler aujourd'hui de justement la place qu'occupe la formation et le travail à distance aujourd'hui au Maroc pendant ce confinement. On sait que dans plusieurs pays, et même au Maroc, on parle beaucoup d'e-learning, mais faire ses études pendant 2 mois ou 3 mois complets sur Internet et travailler sans sortir, sans rencontrer les collègues, etc., ça a un impact important. Donc, le confinement peut avoir un impact positif ou négatif, cela dépend du profil des personnes, aujourd'hui des personnes confinées. Pour cela, donc pour certains, cela a été l'occasion de se recentrer sur soi, de se former, de embrasser le changement, de se concentrer sur les études ou sur le travail. Mais pour d'autres, ça a été vraiment une source de stress à cause de la solitude. Ça a été une source de stress et même, dans certains cas, d'angoisse. Afin de faire face, du coup, à cette situation qui est nouvelle, et pour en tirer les bonnes leçons, nous pouvons développer certains réflexes, et ça, on le verra avec notre coach, certains réflexes et certaines habitudes qui nous permettront aujourd'hui de faire face à ce que nous vivons, mais aussi qui pourront par la suite nous être utiles. Donc aujourd'hui, nous recevons Madame Yousra Al-Karim, qui est responsable achat et transit à Colas-Rail, qui est une entreprise qui opère dans le secteur ferroviaire, et je lui laisserai le soin de nous présenter son activité et ce qu'elle fait et comment elle a vécu le travail à distance. Elle est en charge de la logistique des commandes de fournitures et des équipements et des opérations d'import-export. Je sais que cela intéressera particulièrement nos étudiants de l'EST filière logistique et transport, mais aussi les étudiants qui font de la logistique. Puis nous allons recevoir M. Abdelkader Mzoueri, qui est professeur à l'École supérieure de technologie, qui travaille sur plusieurs projets extrêmement intéressants et innovants. Et l'étudiante Nada Chati, qui va pouvoir nous présenter en quelques diapos le vécu des étudiants à travers une étude qu'elle va nous présenter. Et puis, on va recevoir Madame Fedwa Al-Qabsi, que nous remercions beaucoup pour son temps, qui est coach certifiée, praticienne certifiée, PNListe et thérapeute ACT, formatrice et experte en communication et fondatrice d'ACT Coaching qui est basée à Paris. Pour vos questions, je vous invite à les laisser en commentaire, on va les lire et on va essayer de répondre sur les plus pertinentes. Si vous voulez, vous pouvez les envoyer sur les mails que vous allez voir sur le commentaire, dans les commentaires. Afin d'assurer le bon déroulement de ce webinaire, je vous invite à couper vos micros pour que la qualité soit bonne. Donc, je donne la parole à Madame Yousra Al-Karim pour nous expliquer son expérience. Et merci. Merci Khawla, bonjour tout le monde. Ramad Al-Karim. Yousra Al-Karim, responsable logistique et achat dans l'entreprise Colas-Rail Maroc. Comme son nom l'indique, Colas-Rail Maroc est une entreprise qui est spécialisée dans la conception et la réalisation des voies et la caténaire. Elle est installée dans le Maroc depuis 2008. C'est une filiale du groupe Bouygues. Parmi ces grands projets, c'était la ligne à grande vitesse du TGV, les premières et deuxièmes tranches de tramway de Casablanca et première et deuxième tranche aussi du tramway de Salé. Ces projets-là ont fait que Colas-Rail a maintenu la position du leader dans le secteur du ferroviaire. Concernant mon poste, jusqu'au février, j'étais uniquement responsable logistique et transit. Et depuis février, j'occupe aussi la responsabilité des achats. Qui dit logistique et transit, c'est les importations, l'exportation, gérer toute la paperasse avec les parties prenantes, que ce soit le transitaire, la douane. Et concernant les achats, c'est les établissements des bons de commande, les négociations avec les fournisseurs, aussi être à l'écoute à l'ensemble des collaborateurs et des collaborateurs et remonter leurs besoins. Et merci. Et donc, juste, je voudrais aussi savoir,
cette expérience de travail à distance avec la logistique, qu'est-ce que ça a donné? Ben, le travail à distance a ses avantages et ses inconvénients, bien sûr. Sur le plan professionnel, c'est vrai que dans l'entreprise Colas Rail Maroc, on a une certaine autonomie et on a aussi la plupart des documents qu'on met dans le réseau. Et grâce au VPN, on peut se connecter à distance et récupérer ces documents. Sauf que puisque la majorité des personnes travaillent à distance, ce qui fait il y a une saturation sur tout ce qui est Internet. Du coup, on met un temps fou pour récupérer les documents. Ça retarde un peu le travail, mais en même temps, puisqu'on est chez nous et on a tout notre temps pour réaliser les tâches, moi je pense qu'on a assez de temps pour faire l'ensemble des tâches qu'on n'arrive peut-être pas à les finir quand on est au bureau. Mais sur le plan personnel, ça nous donne aussi plus de temps pour passer avec, que ce soit nos familles, nos enfants, notre petit entourage, quoi. D'accord. Merci beaucoup. Je sais qu'il y aura des questions qui vont venir pendant les débats et je suis sûre que les étudiants vous en gardez plusieurs questions, j'en suis certaine. Donc, je donne la parole à M. Mzoueli, que je remercie énormément. Est-ce que vous pouvez nous dire, M. Abdelkader Mzoueli, comment vous avez vécu cette expérience qui est assez nouvelle pour nous, il faut dire, mais surtout sur une langue aussi, sur une durée aussi longue. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'avez vécu? Les relations avec les étudiants, comment ça s'est passé? Donc, merci bien, Madame Paula. Donc, avant de commencer, je tiens à te remercier avec Madame Zenzane aussi pour l'invitation et je tiens à féliciter chaleureusement les étudiants de la filière transport et logistique pour l'organisation de ce webinaire. Alors, concernant l'enseignement à distance, je vais commencer par une petite définition. Bien, je vais commencer par définir l'enseignement à distance, ou bien le e-learning. Le e-learning, normalement, c'est une forme d'apprentissage qui s'adresse à un public large et touche des domaines variés. Il ne se déroule pas dans des établissements scolaires ou bien, elle est réalisée sans la présence physique d'un professeur et des étudiants. Le e-learning, selon ma vision, c'est l'une des plus grosses révolutions de l'éducation contemporaine ou bien l'éducation moderne. Donc, cette révolution est due principalement à l'évolution technologique et numérique, chose qui a causé une couverture mondiale presque totale du réseau Internet. Donc, cette couverture a donné la possibilité de tout apprendre. Donc, où que l'on se trouve, la quantité, eh bien, cette quantité disponible est plus importante que jamais. Donc, il y a des recherches qui ont montré que les gens posent maintenant des questions à Google qui n'auraient jamais osé à poser à personne auparavant. Donc, vu les quantités disponibles en ligne sur les sujets ou bien sur des sujets imaginables, conduit pas mal de personnes à remettre à cause l'utilité des formations universitaires fastidieuses ou la formation classique. Et pour suivre la révolution digitale mondiale, le Maroc, dans sa stratégie digitale 2020, s'est lancé dans plusieurs chantiers de digitalisation, parmi lesquels je cite le digital au service de la santé et la prévoyance sociale, et aussi le digital au service de l'éducation, qui fait l'objet de notre débat aujourd'hui. Donc, la révolution numérique représente pour la grande majorité des secteurs une opportunité pour repenser leur propre modèle et se réinventer. Donc, pour l'enseignement supérieur, cette révolution constitue un moyen de répondre à la multitude d'enjeux auxquels elle est confrontée. Donc, le nombre croissant des étudiants, le décrochage d'universités, et la stagnation des institutions scolaires marocaines dans les classements internationaux. Donc, dans les circonstances actuelles et face à la pandémie, le Maroc a accéléré le chantier de la digitalisation de l'éducation.
Donc, il a penché vers l'adaptation d'un système d'enseignement à distance basé sur des cours en ligne ou bien afin d'assurer la continuité pédagogique. Donc, en tant qu'enseignant à l'EST, moi aussi, j'ai opté à utiliser les cours en ligne ou bien l'apprentissage à distance. Mais ça n'empêche, chaque système ou bien chaque opération a des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages des formations en ligne, c'est la flexibilité de gestion de temps. Donc, l'étudiant et le professeur ont plus de flexibilité pour gérer leur emploi du temps. L'étudiant a la possibilité de consulter sa boîte mail ou bien la plateforme de communication avec les professeurs. Dans notre cas, on utilise la plateforme Google. Il y a d'autres professeurs qui utilisent la plateforme Moodle ou bien il y a plusieurs de communications avec les étudiants. On peut même utiliser des réseaux sociaux, des applications de communication virtuelle, etc. Donc, l'essentiel, c'est d'assurer la continuité de notre processus et la continuité pédagogique. Je reviens sur les avantages des formations en ligne. Donc, j'ai dit la flexibilité. Bon, il y a l'interaction, mais il y a certaines personnes qui disent que les étudiants ils interagissent plus dans les cours à distance que dans la classe. Donc, il y a d'autres personnes qui disent l'inverse. Donc, pour moi, la formation à distance, il permet aux individus timides à beaucoup plus participer aux conversations que dans la classe traditionnelle. Donc, dans la classe traditionnelle, il faut à chaque fois inciter les étudiants à participer à Monsieur Mzouali, on vous entend plus. Je crois que vous avez coupé le micro. Voilà. Ah d'accord, maintenant ça marche? Oui, oui. Maintenant ça marche. Oui, depuis quand? Ouais, la dernière seconde, on a tout entendu. Ah d'accord, c'est bon, c'est bon. Donc, un autre avantage d'enseignement à distance, c'est le coût. Normalement, les enseignements à distance, c'est moins coûteuse que les enseignements en présentiel, soit au niveau des étudiants, soit au niveau des établissements. Donc, vous voyez la logistique, les salles, etc., préparation des salles, etc. Et même pour les étudiants, le déplacement d'une ville vers une autre ville pour faire ses études, le logement, tout ça, donc ça engendre beaucoup de frais. Et la même chose pour les établissements aussi, pour préparer une salle adéquate et tout. Mais la seule chose, pour moi, qui fait la différence, c'est au niveau des matières techniques. Donc, si on enseigne une matière technique, le fait d'adopter ou bien d'utiliser l'enseignement à distance, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant à 100%. Donc, il y a toujours des travaux pratiques à faire. Il nous faut toujours le contact entre enseignants et étudiants. Sinon, l'information, il ne va pas passer comme il faut. Donc, le côté théorique, on peut l'assurer via l'enseignement à distance, mais le côté pratique, c'est un peu compliqué et c'est un peu difficile. Car, comme vous savez, les TP à l'EST ou bien les écoles d'ingénieurs ou bien même les facultés de sciences, ils sont très coûteuses et les étudiants ne peuvent pas avoir des matériels de pointe chez eux. Voilà. Je pense que la formation à distance, c'est complémentaire, mais il ne peut pas remplacer la formation traditionnelle ou bien en présentiel. Merci, Madame Khawla. Merci à vous, Monsieur Kader Mzouali, de nous avoir donné cette définition de l'enseignement à distance, ainsi que les avantages pour vous et l'inconvénient qui est de ne pas pouvoir compléter la formation à 100%, comme il sera toujours indisponible de se déplacer pour faire certains travaux. Je donne la parole à Nada Chati, qui est étudiante à l'EST et qui va pouvoir présenter
tu nous diras ce que tu vas présenter. D'accord. D'ailleurs, je remercie les étudiants, ils ont fait un travail remarquable. Ils ont mené une enquête en un temps très, très court. Ils ont pu bien analyser les choses. Je suis très fière de vous. Merci, madame, c'est grâce à vous. Donc, bonjour tout le monde. Dans cette partie, on va analyser les résultats qu'on a eus sur l'enquête portant sur l'impact du Covid-19 sur la vie estudiantine au sein de l'université Ibn Tufayl. L'échantillon sur lequel on a travaillé est composé de 141 étudiants. Est-ce que tu peux mettre la présentation pour que tout le monde puisse la voir? Oui, bien sûr, madame. Excusez-moi une minute. Il faut qu'elle partage son écran. Oui, il faut juste partager l'écran, Nada. Ou Farah. C'est en bas à droite. C'est Farah qui s'en charge. Farah, tu peux partager la présentation? Oui, madame. Une minute. Voilà. Très bien. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui. Donc, l'échantillon sur lequel nous avons travaillé est constitué de 141 étudiants, dont 60% sont de sexe féminin et 40% sont de sexe masculin. L'âge de ces étudiants varie entre 18 et 23 ans. Comme on voit dans le premier graphique, 60% des étudiants habitent en dehors de la ville de Kénitra, citant par exemple les Jadida, Casablanca, Sidi Qassem, etc. Ces étudiants ne pourront pas regagner l'université et ne pourront donc pas passer leurs examens de fin d'année, tant que la circulation entre les villes est interdite. Concernant le deuxième graphique, 86% des étudiants ont accès à Internet, ce qui rend l'enseignement en ligne possible. 28% des étudiants consacrent leur temps pour les études, tandis que le reste ont d'autres préoccupations, ce qui nous donne alors une idée sur la négligence et le désintéressement des étudiants durant la période de confinement, ou la difficulté qu'ils ont à se concentrer et à suivre. Bien. On constate que 95% des étudiants contact avec leurs professeurs durant cette période de confinement et de crise sanitaire, ce qui est un signe positif et qui montre que l'enseignement à distance a bien été tenu et que l'interaction entre les professeurs et les étudiants s'est bien manifestée. Les étudiants ne sont pas intéressés, c'est là où est le problème. L'enseignement à distance peut si les personnes se préparent et s'adaptent à cette situation de confinement. 77% de ces étudiants sont insatisfaits du suivi pédagogique pendant cette période. Explication entre le professeur et l'étudiant. 90% des étudiants trouvent qu'il est impossible de passer leurs examens après la fin du confinement à cause des difficultés rencontrées lors de cette opération de formation à distance. « 85% des étudiants ne sont pas prêts à intégrer le monde du travail sans avoir effectué leur stage, car il constitue un élément essentiel pour les étudiants diplômés et dans leur cursus supérieur. » Pour conclure, les résultats de cette enquête montrent que les étudiants ont perdu confiance en eux et en les compétences développées lors de l'apprentissage à distance, ainsi que leur peur de faire face au monde du travail après avoir vécu assez longtemps dans l'incertitude et l'isolement. Et merci à vous. Merci beaucoup, Nada, pour ce travail. Merci. Nada représente ses camarades. Ils ont travaillé en groupe sur cette présentation et sur toute l'enquête. Bravo. Merci. Donc, ce que Nada nous apporte vient compléter l'expérience de M. Mzoueri. Et on donnera la parole à Mme Fidwa Al-Qadsi
qui est coach et qui va pouvoir nous éclairer sur tout ce qui vient d'être dit. À vous la parole, Madame Fedwa Krapsi. Il faut juste activer le micro parce qu'on ne vous entend pas. Alors, bonjour Madame Jabari, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie déjà beaucoup de votre invitation. C'est un grand plaisir de partager ce moment avec vous autour d'une thématique très importante qui est l'enseignement et le travail à distance pendant cette crise sanitaire. Alors, malheureusement, je n'ai pas écouté la toute première intervention. J'ai écouté la moitié de l'intervention de M. Mzouari et l'intervention de Mademoiselle Nada. Il est évident que vivre confiné pendant plusieurs semaines, avec en plus l'isolement, le ressenti persistant aussi de peur, peur de la maladie, peur de l'avenir, peur de l'inconnu, vivre dans ces conditions-là, c'est une expérience particulière, mais parfois elle peut être éprouvante. Les personnes qui vivent seules, je pense notamment aux étudiants qui ne vivent pas dans leur ville natale ou avec leur famille, ce confinement leur a ajouté de l'isolement à un isolement qu'ils vivaient déjà. Donc, il y a un sentiment de solitude qui est persistant chez eux. Les familles aussi, les étudiants qui vivent en famille, les familles dans cette période-là, elles ont été mises à rude épreuve. Et puis les femmes et les filles qui sont étudiantes mais qui cumulent aussi d'autres casquettes, par exemple, elles sont mamans, elles sont sœurs, elles sont peut-être responsables financièrement de certaines familles, elles ont connu aussi leurs limites poussées à l'extrême. Donc tout ça nous fait dire que la situation peut être éprouvante. Maintenant, il y a de nouveaux liens qui se sont créés pendant ce confinement. Il y a de nouveaux modes de communication qui ont été adoptés. Par exemple, l'enseignement à distance, de nouveaux procédés, de nouvelles prises de conscience aussi, à titre individuel et à titre collectif, qui ont émergé. Et par conséquent, de nouvelles ressources chez les personnes ont fait surface. Donc, pour tirer meilleur profit de cette expérience, qui a bouleversé nos vies, il ne faut pas se le cacher, et par conséquent notre façon de voir la vie et de l'envisager, parce que maintenant on parle de la période Corona et on parle du monde d'après Corona. Donc ça a changé complètement notre façon de voir les choses. Je vous j'invite toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, chacun bien sûr selon son vécu, selon ses capacités, selon ses valeurs, de se questionner. Questionnez-vous, qu'ai-je appris sur moi-même, sur mes capacités pendant cette période de confinement? Qu'est-ce que j'ai appris sur ma famille, mon conjoint, mes voisins, mes amis, mes relations de façon générale? Et est-ce que ces découvertes, elles vont changer ma vie? Et si oui, qu'est-ce qu'elles vont changer dans ma vie, dans mes comportements, dans mes croyances, dans mes habitudes, dans mes relations, dans mes décisions? Parfois, quand on a le temps de se poser et de réfléchir, on peut être amené à réfléchir sur des choses radicales. Par exemple, la branche d'études qu'on a choisie, est-ce qu'elle me convient ou pas? Ou le travail, est-ce que c'est l'occasion de quitter ou de nouer de nouvelles relations, etc. Donc vraiment, ce que je vous invite chacun à faire, c'est de se poser cette question. Quelles sont les découvertes qui vont changer mon monde d'après Corona? Merci beaucoup. Vous avez terminé ou... Oui, tout à fait. Je suis prête à répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup. Et du coup, moi, avant de lancer le débat, parce qu'il y aura des étudiants qui ont préparé certaines questions pour les poser aux intervenants, moi, ce que j'ai comme question, c'est est-ce que vous pensez que grâce à ce confinement, on peut développer justement un certain nombre de réflexes ou de, entre guillemets, c'est un mot trop grand, compétences, qu'on va pouvoir... desquels on aura besoin même après le confinement, c'est-à-dire on a eu assez de temps d'essayer de se connaître, d'essayer de s'adapter, parce que aussi c'est un changement et s'adapter au changement c'est quelque chose de très important. Mais est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir développer justement des traits de caractère ou des traits qui vont pouvoir nous servir par la suite? Oui, alors déjà pour repositionner les choses dans leur contexte, l'enseignement à distance, il offre un très grand avantage, comme le disait tout à l'heure Monsieur Mzouari, l'avantage de la flexibilité. Donc, en cette période de crise sanitaire, c'est une chance de pouvoir accéder aux cours à distance. J'ai entendu les chiffres qu'a présenté Mademoiselle Nada.
Je n'ai pas retenu le chiffre exact, mais il me semble que la plupart des étudiants sont en mesure, ils ont les moyens, donc Internet, un téléphone portable ou un ordinateur ou une tablette, pour accéder aux cours à distance, et c'est une chance de pouvoir le faire. En revanche, ce mode d'enseignement, il exige beaucoup plus d'autonomie de la part des étudiants qui doivent gérer à la fois le rythme d'apprentissage et réaliser les activités, des cours, des travaux, etc., qui leur sont demandés en temps et heure. Donc, pour réussir ces études à distance, déjà en temps normal, c'est l'organisation et la motivation qui sont les facteurs clés du succès. Or, aujourd'hui, comme nous traversons une crise, c'est une période particulière, c'est une expérience particulière, mais ce confinement est une expérience qui nous amène à un repli sur soi. Et donc, c'est la recherche interne qui est avisée. Donc, forcément, il y aura des traits de caractère qui vont émerger. Et forcément, on va découvrir des choses et je pense qu'on va vraiment pouvoir les utiliser. Et quand vous avez utilisé le mot compétence, au contraire, je trouve que c'est le mot approprié au lieu de parler d'habitude. Ce sont vraiment des ressources et des compétences qui vont peut-être être découvertes ou peut-être qui vont être développées parce qu'elles étaient là, mais elles étaient latentes parce qu'on n'en avait pas besoin. Et dans le cadre de ce repli sur soi, on va viser la recherche interne pour pouvoir s'adapter, trouver toutes ces ressources apparentes ou latentes qu'il faudra mettre à profit. Donc, c'est pour ça que je parle de compétences et d'aptitudes à développer, mais je pense notamment, peut-être dans le cadre de l'enseignement à distance, je pense notamment à 3 aptitudes qui me semblent vraiment indispensables. Alors, la première, c'est la capacité d'adaptation. S'adapter à un nouveau mode de travail. Là, les étudiants doivent travailler seuls, en toute autonomie, sans le professeur, sans l'échange avec les autres étudiants. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre ou développer. S'adapter au travail dans un environnement personnel qui est imposé à tout le monde, qui est la maison, qui présente bien sûr des avantages pour certains étudiants et des inconvénients pour d'autres, parce qu'on ne vit pas le confinement de la même façon selon si nous habitons dans une grande maison ou une petite maison, si nous sommes en famille nombreuse ou nous sommes seuls ou à 2 ou à 3, nous ne vivons pas le confinement de la même façon. Et puis s'adapter aussi à ces nouveaux modes de communication qui, à la base, ne sont pas les nôtres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Maroc, nous sommes un pays de tradition orale, nous sommes un pays de contact physique, tactile, etc. Donc maintenant, il s'agit de s'adapter à un nouveau mode de communication et d'enseignement à distance avec les professeurs, les étudiants, et s'adapter à un nouveau mode de recherche pour les doctorants, par exemple. Donc, la capacité d'adaptation est la première aptitude que je pense, si les gens réussissent à la développer, ça va leur servir plus tard. Et puis la deuxième, c'est l'organisation et la gestion du temps et des priorités. Parce qu'on a l'impression d'avoir beaucoup de temps. Maintenant qu'on est à la maison, qu'on ne bouge pas, qu'on ne fait pas toutes nos activités de loisirs, de sport, etc. à l'extérieur. Mais le temps est un grand maître et un grand serviteur. Il va falloir savoir l'utiliser. Donc, on peut avoir beaucoup de temps, mais on peut aussi avoir très peu de temps si on l'utilise mal. Donc, c'est un facteur de réussite de l'enseignement à distance de savoir répartir correctement la charge de travail des étudiants et d'être en mesure de respecter les délais. Les cours à distance donc, ont cet avantage de nous permettre d'adapter nos horaires, mais il ne faut pas se laisser aller dans le temps non plus. Donc, si vous avez tendance à procrastiner ou à reporter au lendemain, si vous avez tendance à se dire « j'ai le temps, je le ferai plus tard », eh bien, vous allez être très vite submergé de travail et puis vous allez vous sentir dépassé. Et c'est le meilleur moyen de démolir la motivation quand on est dépassé. Donc, tous les étudiants n'ont pas la même façon d'organiser le temps, mais je peux peut-être donner quelques conseils qui pourront aider à gérer le temps et par conséquent à diminuer le stress. Parce qu'on n'oublie pas qu'on est en période de stress. Donc, par exemple, on peut commencer déjà, la première chose, c'est de commencer vos études dès la première semaine des cours. C'est peut-être pas valable aujourd'hui, mais de toute façon, n'attendez pas d'être prêt parce que vous n'allez peut-être pas l'être. Et donc, forcez-vous à l'être. Forcez-vous à l'être dès le démarrage des cours. Et basez-vous sur le plan de votre cours pour établir des objectifs hebdomadaires, des objectifs journaliers. Et surtout, déterminer des périodes fixes chaque semaine pour travailler sur vos cours. Peu importe vos horaires, peu importe si vous êtes du matin ou du soir. L'essentiel, c'est de choisir le moment où vous êtes le plus productif, le plus efficace pour travailler. Il vaut mieux que cette période-là soit régulière. Si c'est de 10h à 14h, c'est de 10h à 14h tous les jours. Si c'est de 18h à 20h, ben c'est le cas tous les jours. Mais en tout cas, il faut que ce soit régulier et fixé dans votre agenda comme si vous preniez rendez-vous avec vous-même ou comme si vous établissez votre emploi du temps tout seul
comme celui qu'on vous donne à l'école. Et puis, bien sûr, prévoyez des pauses. Hein. Quand je dis travailler régulièrement, il faut aussi privilégier la pause parce qu'il est démontré que la concentration diminue au fil du temps. Et puis, on observe une diminution aussi d'efficacité lorsque les séances de travail sont prolongées sans répit. Et puis, organisez aussi, si possible, votre environnement d'études. Parce que là, tout le monde est obligé de travailler chez soi. Si vous avez la chance d'avoir une chambre à part, soit, c'est le cas. Sinon, déterminez un coin chez vous, si possible, calme, éclairé, aéré, pour que vous puissiez travailler efficacement. Donc, voilà pour... Pardon? Même sortir de son pyjama et... Oui, alors bon, voilà, peut-être éviter d'être tous les jours en pyjama. Si de temps en temps on le fait, c'est pas grave, mais évitez de le faire parce que le fait de s'habiller, ça donne un message au cerveau comme quoi on se prépare pour entamer quelque chose de sérieux. Donc oui, il est effectivement conseillé de le faire. Donc voilà, et puis la troisième aptitude, pour laisser la parole aux autres, ça concerne vos méthodes de travail. Donc, je vous demande d'attiser votre curiosité, d'apprendre des méthodes de travail nouvelles qui ont montré leur efficacité. Par exemple, la carte mentale, travailler avec ces outils-là, le mind mapping en anglais pour les étudiants anglophones, ou des méthodes de lecture rapides et intelligentes. Augmenter aussi votre concentration. Il y a des méthodes pour augmenter les capacités de concentration et de mémorisation et tout est disponible sur Internet. Puis surtout, évitez de procrastiner, soignez la motivation. Et pour répondre et finir la réponse à la question que vous m'avez posée, donc ces trois aptitudes que sont la capacité d'adaptation, l'organisation et la gestion du temps, et la troisième qui concerne les méthodes de travail, mais que j'aime appeler apprendre à apprendre. Apprendre la méthodologie de travail. Ces trois aptitudes, si vous les développez maintenant, sachez que c'est un très bon passeport pour accéder plus tard au marché du travail. Parce qu'on va vous demander vos compétences techniques, vos diplômes, etc. Mais si vous êtes débutant, on ne va pas vous demander votre expérience professionnelle, on va vous demander quels sont vos savoir-être, quelles sont vos aptitudes, quelles sont vos compétences personnelles. Et là, vous allez pouvoir parler de cette capacité d'adaptation et de savoir gérer le temps, ce qui est un gage de confiance pour le recruteur. Merci beaucoup. Et du coup, une dernière question rapidement avant de passer au débat. Il y avait Madame Karim qui nous a parlé un peu du travail à distance. Monsieur Sonani, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voudrais juste prendre 2 minutes parce que je dois partir maintenant. Oui, d'accord, allez-y. Je voudrais tout d'abord remercier mademoiselle Khawla Jabari ou Iman d'avoir organisé ce webinaire. Je suis très content de revoir Fedwa, qui est rayonnante, et on la remercie vivement d'avoir accepté de nous faire cette formation pour nos étudiants à l'Université de Dubaï. On sait qu'elle est à Paris, elles viennent de sortir du confinement, donc ils ont passé un moment très dur à Paris parce que c'est pas la même chose à Paris qu'au Maroc. Au Maroc, on a en général des espaces plus grands, il y a moins de confinement qu'à Paris. Je voudrais également remercier Sir Kader Al-Mzouali ou Madame Yousra Al-Karim d'avoir intervenu. J'étais très content de voir Mademoiselle Smitha, l'étudiante. Nada Chaté. Voilà, qui a présenté des résultats très intéressants et qui montrent qu'on peut travailler à distance. Bien sûr, je voudrais juste poser une question avant de partir, Madame Fedwa, puisqu'elle est coach, elle a beaucoup d'expérience. Alors, je voudrais lui poser la question, comment gérer le stress au moment du confinement? Parce qu'on sait qu'il y a, particulièrement dans les espaces clos, on a un petit appartement ou une petite surface chez soi, comment gérer ce stress? Et on remercie vivement parce que je n'ai plus reprendre la parole. Merci. Merci à vous.
Merci à vous, Monsieur Souleymani. C'est vraiment un plaisir et à partager d'être avec vous. Alors, pour répondre à votre question, il est clair que la situation que nous vivons est angoissante. Elle est stressante. Alors déjà, nous sommes confinés entre quatre murs. Et puis, il y a aussi les discours alarmistes, hein. On entend les informations, etc. Et puis, la passivité qui rendent cette période encore plus angoissante. Donc, pour ne pas laisser ce cercle vicieux s'installer, ce que je pourrais dire à ce propos, c'est d'abord d'essayer de porter votre attention sur tout ce qui est positif dans votre vie, sur tout ce qui est positif également dans cette situation. Parce que chaque crise, elle est porteuse de beaucoup de leçons et de beaucoup de positifs. Par exemple, au lieu de se concentrer sur le nombre de décès du corona, on peut se concentrer sur le nombre de personnes guéries. Au lieu de se concentrer sur le fait qu'on est dans un espace clos, concentrons plutôt sur cette opportunité qui nous est donnée d'être avec les êtres chers, avec nos proches, et de les redécouvrir de nouveau. Concentrons-nous aussi sur le fait que nous soyons en bonne santé. Si c'est le cas pour vous, si vous n'êtes pas atteint du Covid, c'est déjà une énorme chance. Et donc, pour limiter tout ce qui nous pousse à broyer du noir et à penser que des choses négatives, il faut de l'action. Il faut vraiment de l'action. La passivité, elle augmente le stress et l'angoisse. L'action, par exemple, quand je dis l'action, vous n'avez pas besoin de faire de grandes choses. Mais, par exemple, appeler un ami, un professeur, faire du sport à la maison, regarder un film ou lire un livre, faire n'importe quoi qui permet de déloger les pensées noires et qui vous permet de vous concentrer sur autre chose. Et puis, limiter les flux des informations alarmantes. Par exemple, si vous avez de la fièvre, si vous toussez un petit peu, n'allez pas taper les symptômes sur Internet parce que vous allez trouver à boire et à manger sur Internet et vous allez juste être angoissé. Et ne vous informez pas plus d'une heure, par exemple, par jour. Ça ne sert à rien de rester sur les chaînes d'information continue à écouter toujours la même chose. Et choisissez un seul média pour le faire. Parce que le croisement et la multiplication des informations contradictoires et des fake news aussi ajoutent de l'angoisse. Autre chose que je pourrais dire, c'est de rester en contact avec vos proches. Nous avons besoin de ces liens sociaux. Et combien même nous sommes confinés, mais il faut garder contact. Nous avons la chance de vivre au XXIe siècle avec la possibilité d'utiliser des téléphones, Internet. Même les factures téléphoniques ne sont plus aussi élevées qu'avant. Moi, je me rappelle, on appelait via une carte bleue sur une cabine téléphonique à l'extérieur. Bon, je suis beaucoup plus vieille que la plupart de l'auditoire, donc je me permets de vous le dire. Mais vous n'avez peut-être pas connu ça. Mais aujourd'hui, on peut s'appeler gratuitement. Donc, appelez vos amis, appelez votre famille, appelez les personnes et demandez de leurs nouvelles que vous n'avez pas vues depuis longtemps parce que vous n'avez pas le temps, parce que la distance vous a séparés, etc. Profitez de ce temps pour vraiment retisser de nouveaux liens sociaux. Et puis, une dernière chose peut-être, ou plutôt une avant-dernière, pensez à apprendre de nouvelles choses parce que vous avez le temps. Vous êtes confiné pour pas s'ennuyer, pour pas que l'ennui prenne le dessus. Il va falloir aussi que vous pratiquiez des choses. Apprenez à dessiner, à cuisiner, apprenez une nouvelle langue. Redécouvrez-vous en fait, redécouvrez vos talents. Peut-être que vous avez fait des choses quand vous étiez petit et que vous n'avez pas continué. C'est peut-être l'occasion. Si vous avez commencé à apprendre à jouer un instrument de musique ou quoi que ce soit, maintenant, vous pouvez tout faire grâce à Internet gratuitement, donc profitez-en. Et puis la dernière chose, et pas des moindres, quand vous sentez cette montée d'angoisse et de stress, réconciliez-vous avec vous-même et dites-vous que le stress est une fonction physiologique. C'est juste votre cerveau ou une partie de votre cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien qui a pris le dessus et qui a pris le contrôle. Et du coup, elle est en train de produire en quantité abondante les hormones qu'on appelle les hormones de stress, que sont le cortisol et l'adrénaline. Donc, réconciliez-vous avec vous-même en vous disant, c'est tout à fait normal, c'est une fonction physiologique, c'est mon cerveau qui est en train de faire des siennes, et soufflez, respirez, pensez au souffle. La respiration est vraiment la méthode la plus efficace et la plus rapide pour que l'angoisse tombe, pour que le stress retombe. Donc, il y a des techniques de respiration, mais celle qui est la plus efficace, hein, c'est la respiration abdominale. Ça veut dire quand vous inspirez, c'est le ventre qui se gonfle, et quand vous expirez, il se dégonfle. C'est une respiration qu'on n'a plus l'habitude de faire,
étant adulte, mais qu'on a tous fait étant bébé. Donc, vous savez le faire. Il suffit juste de réapprendre à respirer depuis le ventre. Et sinon, il y a des techniques. Il y a une technique, par exemple, qui s'appelle le block breathe. Ça veut dire on inspire en 4 temps, 1, 2, 3, 4. On bloque en 4 temps, on expire en 4 temps et on bloque en 4 temps et ainsi de suite pendant, par exemple, 5 minutes. Il y a une autre technique qui est très efficace aussi, qui s'appelle 365 et son nom, il est un peu mnémotechnique. Ça veut dire 3 fois par jour, on va faire 6 cycles de respiration pendant 5 minutes. Voilà, ça permet de réguler la cohérence cardiaque, ça permet de réguler le flux du sang et du coup, par conséquent, ça permet d'apporter du calme et de la sérénité et puis ça permet aussi d'éclaircir un petit peu les idées et de penser au positif plutôt qu'au négatif. J'espère que il y a beaucoup à dire sur l'angoisse et sur le stress, mais j'espère que j'ai dit l'essentiel et des petites choses simples que tout un chacun pourrait appliquer dans sa vie de tous les jours et même entre quatre murs. Merci beaucoup, Fedouard. Je vous en Merci prie. à tous les intervenants. Merci à l'assistance et à très bientôt. Pour les attestations, on va essayer de prévoir la majorité des attestations, mais un peu de patience. On n'a pas beaucoup de personnel au centre. Au revoir. Donc, à très bientôt, Fedouard. Au revoir, Monsieur Souleymani. Au revoir. Bonjour, je profite à vous dire, Madame El-Qabsi, que votre intervention était impeccable et elle a répondu à la majorité de nos questions concernant les habitudes à développer pour réussir l'apprentissage à distance et comment faire face à l'angoisse liée au confinement et comment se motiver pour améliorer sa productivité. Vous avez répondu à la majorité de nos questions. Je vous remercie. Nous aimerions bien savoir quel sera l'impact de Covid-19 sur l'emploi et le recrutement. Et est-ce que la situation actuelle engendrera des chutes des offres d'emploi? Youssef, il faut spécifier à qui vous posez la question. Maintenant, on commence le débat. J'ai eu un petit souci de connexion Internet. Du coup, j'ai demandé à mes étudiants de continuer. Je crois que Madame aussi a eu un problème de connexion. Juste quand vous posez la question, je veux bien que vous spécifiez à qui vous la posez, comme ça on organise mieux les choses. Madame Oui, madame, j'ai spécifié. La question, c'était à Madame El-Qabsi qui a présenté maintenant. D'accord. Alors, on ne va pas se voiler la face. Le Covid a entraîné une chute déjà des offres d'emploi. Et parce que le Covid a entraîné carrément une crise économique. Et donc, la chute des offres d'emploi fait partie de cette crise économique. Alors, en France, par exemple, où je vis actuellement, l'emploi des cadres a chuté de 40% dès la première semaine de la crise. Pour vous dire à quel point la crise a un impact sur les offres d'emploi. Et parmi les secteurs les plus touchés, il y a le secteur du marketing et celui de la recherche et du développement. Donc, oui, la crise impacte l'emploi. Néanmoins, il ne faut pas non plus désespérer. Il ne faut pas désespérer. Et dites-vous que chaque obstacle enveloppe en soi une opportunité. Je pense à une citation de Nelson Mandela qui avait dit « Je n'échoue jamais, ou je gagne, ou j'apprends ». Ok, donc là, c'est une période d'apprentissage. Donc, ce n'est pas parce que les offres d'emploi ont chuté qu'il est impossible de trouver un emploi. Il y a des secteurs qui recrutent, comme la santé, par exemple, ou le développement durable. Et ça, c'est partout dans le monde. C'est valable au Maroc ou en France ou ailleurs. Néanmoins, ce sont les méthodes de recherche d'emploi en temps de crise qui vont changer.
par rapport aux méthodes utilisées en temps normal. Donc, si vous êtes à la recherche d'un emploi, il va falloir agir différemment. Et sachez une chose, c'est que en période de crise, les recruteurs cherchent plutôt des profils plutôt opérationnels de suite que des profils diplômés. Parce que quand on a quelqu'un qui est diplômé mais qui n'a pas d'expérience, on mise sur son potentiel et on mise du coup sur la formation que l'entreprise peut fournir. Or là, en période de crise, on a envie d'avoir des personnes qui sont opérationnelles de suite. Donc, c'est un petit peu la différence entre voilà, le marché de l'emploi avant la crise et maintenant pendant la crise. Bonjour. Nous aimerions bien savoir comment est-ce que les entreprises ont pu s'adapter à la situation actuelle, surtout que ces entreprises ont connu une forte diminution de leurs effectifs. Est-ce que la question m'est adressée? Oui, c'est à vous, Madame. D'accord. Alors, pas toutes malheureusement, hein. Les entreprises n'ont pas toutes pu s'adapter à la situation actuelle, surtout justement les entreprises qui ont connu une forte diminution de leur effectif. Certaines entreprises ont opté pour le télétravail parce qu'elles ont le moyen de le faire, parce qu'elles peuvent aussi externaliser, elles peuvent donner des codes d'accès, etc. et parce que leurs employés sont équipés. En revanche, il y en a d'autres qui ont gardé quand même les portes ouvertes, mais ont mis en place des procédures pour le respect des gestes barrières, etc. Et puis les petites entreprises, malheureusement, elles attendent la fin de la crise pour se réanimer, si toutefois elles résistent jusqu'à la fin de la crise. Et ça, bon, on ne peut pas le savoir de suite. Pour qu'on puisse bien entendre tout le monde. Kenza? Bonjour. Passons maintenant aux questions adressées à Madame Al-Karim. Alors, comment avez-vous vécu le travail à distance? Qu'est-ce que cela a changé dans votre quotidien? Madame Al-Karim. Oui, bonjour. Ben, le travail à distance, c'était un peu difficile au début parce que on était habitué à travailler dans un cadre là où il y a un bureau, on a l'ensemble des collaborateurs qui sont à côté et c'est vrai que à domicile, oui, on est chez nous, mais on n'a pas les mêmes moyens de travail, donc il n'y a pas, en fait, on n'a pas un bureau, on travaille dans une salle à manger ou la pièce dans laquelle on peut travailler. C'est vraiment un peu difficile et surtout quand on a des enfants, quand on a un bébé, c'est difficile de gérer les deux en même temps. On n'arrive pas trop à se concentrer, mais dans un autre côté, on passe plus de temps à travailler. Peut-être que c'est une mauvaise organisation, mais on passe plus de temps que dans le bureau. Peut-être que dans le bureau, on peut réaliser une tâche dans une petite demi-heure ou une heure. Ben, à la maison, on peut pas faire ça malheureusement. On est un peu... Est-ce que parce qu'il faut faire appel à des prestataires qui travaillent à distance et qui ne sont pas toujours aussi efficaces que d'habitude, ou parce que ça vient de nous, de la personne qui travaille? Ben, en fait, des deux. Je peux te dire que sur certaines tâches, il faut une certaine concentration pour les réaliser. Et dans le deuxième aspect, quand on n'a pas, on a plusieurs parties prenantes. Donc, il faut faire des conf calls entre les parties, avoir une personne, parce que quand on parle de documents, par exemple, d'import et d'export, on n'a pas de digitalisation. Donc, on est vraiment dépendant des documents physiques. Il faut trouver une personne pour les déposer à la douane. Comme on ne peut pas se déplacer comme avant. Donc, il faut prévoir des personnes qui peuvent les déposer en douane pour après les rendre aux transitaires. Et ça nous prenne beaucoup de temps. Et aussi, comme on est en sous-effectif,
Il y a des personnes qui sont en télétravail, il y a des personnes qui ont été arrêtées parce que l'activité de l'entreprise a été suspendue, notamment quand on parle des projets avec l'ONCF. Il y avait des projets qui ont été carrément suspendus. Du coup, ça a retardé un peu notre travail. Donc, effectivement, sur l'import-export, vous travaillez beaucoup avec la douane. Donc, avec les Ben oui, et la douane travaille en ce moment en temps partiel, en mi-temps. Du coup, on n'a pas assez de temps pour tout réaliser. C'est vrai que pour certains documents, depuis 2018, on les traite via Portnet, comme le bon à délivrer, qui nous a permis une certaine fluidité et une certaine sécurité des documents. Et aussi, il a permis à toutes les parties prenantes de récupérer le document et de le vérifier aussi. Mais autant sur d'autres documents, on dépend toujours du document physique. D'accord. Kenza, une autre question? Comment votre entreprise a pu surmonter les difficultés actuelles dues au coronavirus et quel est l'impact sur les réseaux ferrés? Oui, ça c'est vrai. On va parler tout d'abord du réseau ferré. Comme vous savez, avec les mesures sanitaires exigées par l'État et aussi la baisse de la demande des passagers suite à l'interdiction du déplacement entre les villes, l'impact financier et enfin l'impact majeur est surtout financier sur les réseaux ferrés, que ce soit sur les trams, les trains, et cela va être répercuté sur les appels d'offres qui vont être lancés que ce soit durant l'année 2020 ou 2021, parce qu'il y a beaucoup de pertes qui vont être suivies par le pourcentage de ces pertes qui vont être suivies par des études par la suite. Sinon, pour notre entreprise, vu que l'activité a baissé un petit peu et aussi vu que les lignes sont serrées de transport, que ce soit en maritime ou par voie aérienne ou routier, du coup, notre entreprise a opté pour des formations et aussi pour rejoindre ce que je viens de dire, la digitalisation. Parce qu'au lieu de passer des bons de commande papier, pour un peu dépasser et surmonter et pour faire la dématérialisation. Donc, on a opté pour faire des formations en cette période creuse, pardon, et avoir une formation pour un outil qui s'appelle Copernic, qui va nous permettre à la fois de passer des bons de commande et de régler les factures sur cet outil pour tout avoir dans le même outil et aussi pour la sécurisation des données. Super. Merci beaucoup pour votre rapport. Je crois qu'il y aura une petite intervention de Madame Krapsé à la fin parce que justement, elle n'a pas réussi elle a raté une bonne partie de votre présentation et justement, je serais intéressée de savoir si côté étudiant et travailleur, est-ce que les réflexes ou bien les compétences vont être les mêmes à développer aujourd'hui? Vous avez une autre question? Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Fadoua. Ok. Et je suis doctorante, chercheur. Et ma question, c'est pour Madame Fadoua. J'ai un problème de concentration et ainsi j'ai du mal à organiser mon temps. Et ainsi, j'ai du mal aussi à m'avancer dans ma recherche. Et comment y faire sincèrement, pour surmonter ces difficultés. Et merci. Fais-toi, le micro est coupé. Ah, donc, je reprends ma question. Non, j'ai tout entendu. Je le coupe juste pour ne pas faire de bruit. Alors, je vous remercie, mademoiselle, de votre question. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une question d'organisation. Si vous n'êtes pas concentré, il va falloir creuser un petit peu et vous questionner qu'est-ce qui pollue votre concentration. Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous avez peur, par exemple, du Covid? Vous avez peur pour votre famille, pour vous? Vous avez peur de l'avenir? Ou est-ce que c'est une question, comme je le disais tout à l'heure, de procrastination? Alors, la procrastination, c'est l'art de reporter. Je le ferai plus tard, je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Donc, pour tout, si c'est une raison, par exemple, liée au stress,
Là, il va falloir gérer d'abord le stress, comme on a dit, moyennant la respiration, moyennant peut-être la pensée positive. Hein, concentrez-vous sur des choses positives. Si vous avez du mal à le faire, je vous conseille de prendre un petit carnet, de l'appeler le carnet de gratitude ou le carnet d'accomplissement et noter chaque soir dans votre carnet tout ce que vous avez accompli la journée. Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'en fait, le fait de se rappeler de tout ce qu'on a accompli, ça nous permet d'orienter notre cerveau vers le positif. Parce qu'on a cette fâcheuse tendance à voir ce que nous n'avons pas fait, ce qui a manqué. Mais nous ne voyons pas ce qui a été fait. Donc, je ne connais pas votre situation familiale. Est-ce que, par exemple, vous avez des enfants à gérer? Est-ce que vous avez une famille à gérer? Comment vous organisez votre temps? Mais ce que je peux vous conseiller par rapport à l'organisation du temps, c'est de vraiment préciser des créneaux dans votre agenda tous les jours pour les consacrer à votre recherche. Vraiment pour les consacrer à votre recherche. Ce n'est que comme ça que vous allez vous obliger et obliger même votre entourage, hein, si vous vivez en famille, à respecter ces créneaux-là. Même si vous avez des enfants, croyez-moi, moi j'ai des enfants et quand je leur dis que de telle heure à telle heure, je ne suis pas disponible pour eux, ils le comprennent. Ils sont petits, hein, ils ne sont pas grands. Et ils peuvent le comprendre, les enfants, mais il faut les habituer, il faut leur expliquer pourquoi vous le faites. Ça d'un côté. Il va falloir aussi revoir votre hygiène de vie. Le sommeil, par exemple, quand on ne dort pas assez, et je sais que pendant la période du Ramadan, c'est toujours le sommeil qui prend un coup, eh bien forcément, on a du mal à se concentrer, on a du mal à avancer dans son travail. Donc, revoyez un petit peu votre hygiène de vie. Comment vous mangez? Comment vous dormez? Comment vous vous hydratez? Comment vous respirez? Tout ça, c'est important. Ça peut vous paraître anodin, mais c'est important parce que le jour où vous dormez bien, ben, vous êtes plus productif que les jours où vous dormez mal ou peu. Et puis, par rapport à la motivation, vous ne serez pas motivé si vous êtes passive. Il va falloir vraiment passer à l'action. La motivation, c'est comme un muscle. Si vous ne l'entraînez pas, si vous n'êtes pas dans l'action, eh bien, il va finir par devenir flasque, plat, et ça va être la démotivation totale. Donc, passez à l'action. À chaque fois que vous faites ne serait-ce qu'une heure de travail sur votre recherche et vous écrivez dans votre petit carnet que vous avez fait telle chose, ça va vous motiver parce que l'action amène le progrès et le progrès amène la motivation. A contrario, la passivité amène la frustration et la frustration amène la démotivation. Donc voilà, je vous ai donné quelques clés générales parce que je ne connais pas dans le détail votre situation, mais voilà, pour la concentration, revoyez votre hygiène de vie, c'est important. Et puis il y a des aliments qui favorisent la concentration parce que la concentration, c'est une fonction du cerveau, donc il faut l'alimenter. Alors d'abord avec de l'eau et de l'oxygène, parce que le cerveau, il a besoin de beaucoup d'eau et de beaucoup d'oxygène, et aussi par le repos. Et aérez-vous l'esprit également si vous pouvez faire un petit sport ou une petite activité physique ou quelque chose qui vous fait plaisir pour que vous puissiez changer un petit peu les émotions et remettre un peu de positivité et d'optimisme dans vos émotions. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Alors, Kenza ou Nada ou Kenza? Merci à Madame Qabsi et Madame Al-Karim. On a d'autres questions destinées à Monsieur Mzouari. Quelles sont les difficultés Monsieur majeures? Mzouari, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok. Alors, Vas-y, quelles sont Kenza. les difficultés majeures que vous rencontrez lors de l'enseignement à distance? Et à votre avis, est-ce que la stratégie de l'enseignement à distance a donné de bons résultats en ce qui concerne l'apprentissage des étudiants? Donc, oui, merci pour la question. Ce qui concerne les difficultés, normalement, les difficultés sont liées directement à l'application immédiate de l'enseignement à distance. Donc, c'est là où les professeurs ou bien les étudiants se rencontrent une situation inédite pour eux. Donc, le fait de passer du présentiel vers les enseignements à distance, ou bien les cours à distance, il a causé beaucoup de problèmes, soit pour les professeurs, soit pour les étudiants. Pour les professeurs, il fallait adapter un nouveau rythme, il fallait développer de nouvelles stratégies.
Donc, je prends l'exemple des matières techniques toujours. Donc, les matières techniques sont basées sur des travaux pratiques, sur le fait d'utiliser les matériels, etc. Donc, le fait de passer du pratique vers quelque chose de théorique, c'est un peu compliqué. Donc, on a essayé de banaliser le maximum possible de notre contenu. Et ça, c'était un peu compliqué. C'est pas, bien sûr, le fait d'être dans un environnement classique, entouré des étudiants et tout. Donc, ça motive aussi les étudiants à développer leur capacité et tout. Donc, pour les étudiants, elle avait des difficultés, difficultés au niveau du matériel déjà. Donc, les étudiants, il y a une partie des étudiants n'ayant pas des ordinateurs, des téléphones smart, etc. Et même le problème de connexion aussi. Donc, comme vous savez, il y a toujours des coupures d'Internet à cause d'un niveau inférieur ou bien à cause de la situation familiale. Des fois, on trouve 3-4 enfants dans la famille, donc c'est un peu compliqué à gérer une telle situation. Le fait de remplacer l'enseignement à distance ou bien de remplacer l'enseignement présentiel par des enseignements à distance, quand je disais, donc, les cours en ligne, ils permettent à juste compléter. Selon ma vision, je peux remplacer la partie théorique. Voilà, ça c'est bien. Donc, ça nous offre plus de flexibilité, mais la partie pratique, j'insiste, et on ne peut pas la remplacer par des simulations ou bien la pratique, ça reste toujours pratique. Donc, pour préparer soit des techniciens supérieurs ou bien des ingénieurs de bonne qualité, il faut bien toucher le matériel, il faut bien insister sur la partie pratique. Donc, s'il y a d'autres questions, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Oui, tout à fait, surtout que vous travaillez beaucoup sur tout ce qui est pratique. Nous, quelque part, heureusement, qu'on n'a pas mené des TP sur des machines comme vous le faites. Mais justement, j'ai une petite question, Monsieur Abdelkader Mzouari. Je sais que vous travaillez beaucoup sur l'énergie, sur des projets où il faut absolument être présent pour travailler dessus. Est-ce que vous pensez que cette période du confinement va un peu ralentir la créativité, l'invention, la création de nouvelles choses, ou est-ce que vous pensez que ça va être surtout un moment de réfléchir à certaines choses pour Exactement. Donc, pour moi, je profite de cette période pour changer ma façon de voir les choses et pourquoi pas innover d'autres choses. Donc, pour moi, cette période, il m'a beaucoup appris, comme Madame Fedwa a déjà dit. Donc, déjà, on évite les mauvaises habitudes. Et donc, voilà. Sur le côté recherche, il nous donne une possibilité de pousser les limites un peu plus haut et chercher d'autres projets innovants. Là, on peut travailler là-dessus après la reprise, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup. Je ne voudrais pas vous retenir plus le temps. Je crois que c'est bientôt la fin. Je voudrais juste redonner parole à Madame El-Qadsi si elle a quelque chose à ajouter sur le côté travail. Comme on a parlé d'enseignement, mais on n'a pas parlé de travail. Madame Khaoula, oui. S'il vous plaît, j'ai une petite question, si vous me permettez, à Madame Yousra Al-Karim. Oui, oui. Madame Yousra, vous êtes là? Madame Al-Karim, vous êtes là? Oui, oui, je suis toujours là. Alors, je me présente, je suis Adam El Mouden, doctorant en géopolitique maritime. Au début, je tiens à vous remercier parce que, qu'on le veuille ou non, vous avez participé à notre formation en phase de Covid-19 et c'est un plaisir d'ailleurs de participer en telle initiative scientifique.
Ma question, vu Madame Khawla, Madame Yousra, que vous avez évoqué le terme en tout ce qui est, vous êtes spécialiste, si j'ai bien compris, en logistique, globalement. Moi, je suis un peu très loin de la matière. Ma spécialité, c'est plus géopolitique, relations internationales. Mais ma question est la suivante. Dernièrement, en faisant une petite lecture au niveau média, au niveau international et régional, il y a une question qui se pose en termes d'échelle logistique. À quel point les pôles qui sont liés à la Chine au niveau de leur projet, la route de la soie, ont permis de développer le virus et de propager le virus au niveau international. On constate ça avec l'Italie, avec l'ensemble des pays qui sont vraiment liés en termes de production à ce pays. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, nous pouvons lancer une nouvelle problématique qui est à quel point les chaînes logistiques, globalement, ils participent en l'émergence et en le développement des situations de crise telles que les crises sanitaires? Merci. Merci pour cette question. Sauf que nous, comme entreprise Colas Rail Maroc, on est spécialisé uniquement dans le matériel et les équipements qui concernent la réalisation de la voie et de la caténaire. Et pour ce matériel-là, on l'importe uniquement d'Europe. Mais si je peux répondre en partie à votre question, les mesures qui se sont exigées par l'État au port, ça c'est à l'échelle marocaine. Il y a une mise en quarantaine de tout le matériel qui a été importé de n'importe quel coin du monde, que ça soit de la Chine ou de l'Europe ou de l'Australie. Tout le matériel est mis en quarantaine pendant une période de 14 jours. Et ça, c'est depuis, mais pas depuis le confinement, mais depuis janvier 2020. Depuis qu'on a commencé à avoir des chiffres qui sont très importants, que ça soit en Europe ou bien en Chine. Pour le reste, honnêtement, je n'ai pas une réponse à votre question. Du coup, je ne peux pas dire n'importe quoi. J'espère avoir répondu en partie par rapport à votre question. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je crois qu'on arrive à la fin. Madame Jabari, s'il vous plaît, une interview. Bonjour. Alors, deux questions. Bonjour. Deux questions et on termine avec une conclusion avec Madame Zenzani. De toutes les manières, si vous avez d'autres questions, s'il y a quelque chose qui vous intéresse particulièrement, on va pouvoir peut-être se réunir autour d'un deuxième webinaire par la suite pour se spécifier un peu plus, pour qu'on puisse maintenant libérer nos intervenants. Deux questions et on passe à la conclusion. Bonjour. 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 Oui. Bonjour. Vous Oui, m'écoutez? Allô? Oui, je m'entends. Donc, je vous remercie tout d'abord pour cette initiative. Donc, je me présente. Je suis Madame Boulala Mariam. Je suis responsable dans une administration publique. Je suis doctorante et je suis surtout maman de 2 petits-enfants. Donc, je voulais partager avec vous mon expérience. Donc, du côté du travail, donc, on fait effectivement un travail à distance. On a eu certains problèmes parce que, comme vous savez, on n'a pas l'implication de toute l'équipe. Je gère une équipe de 15 personnes. Donc, j'ai trouvé certains problèmes à l'implication de l'équipe. On a aussi un problème, comme a dit Madame Kenza, si je me rappelle bien, tout à l'heure concernant la digitalisation. Donc, je travaille dans le domaine de la sécurité sociale. Donc, on reçoit forcément des courriers avec des pays étrangers surtout. Donc, on reçoit des demandes de prestations de l'étranger. On a trouvé des problèmes à gérer le courrier reçu par voie normale, surtout qu'il s'agit de prestations à verser à des assurés qui sont certainement dans le besoin, surtout quand il s'agit des retraites. C'est qualifié comme un revenu, donc on ne peut pas retarder les dossiers. Donc, on s'est organisé pour assurer une certaine rotation au travail pour pouvoir justement ne pas léser les gens dans leurs droits et leurs paiements. Ça d'un côté. Donc, du côté de mes études, par contre, moi, je me dis que j'ai tiré profit de cette situation parce que j'ai pu assister à plusieurs webinaires, chose que je n'arrivais pas à faire avant parce que j'avais tout le temps des choses à faire du côté du travail, de la responsabilité de famille. Donc, j'ai pu assister à pas mal de webinaires et j'en tire beaucoup profit. Donc, je vous remercie beaucoup.
Le problème que je trouve, c'est concernant la gestion des études de mes enfants. Donc, j'ai 2 enfants en études en primaire. C'est très difficile de gérer toute la journée et ils ont besoin d'assistance. Je voulais demander à Madame Fedwa, à Madame Coach Fedwa, comment je pourrais gérer ces 3 situations, à chaque fois changer de casquette, mes études, mon travail et mes enfants. Donc, je trouve que je suis constamment stressée. J'ai pris du poids, alhamdoulilah, parce que j'arrive pas à gérer mon alimentation, j'arrive pas à gérer mes heures de repos parce que les études doctorales, je les fais de 22h à 3h du matin parfois et je me réveille souvent très tôt pour assurer les études à mes enfants. Donc, je voulais demander à Madame Fedwa comment assurer un juste équilibre entre ces 3 tâches. Et merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Merci, Madame. J'ai juste une petite question à vous poser. Ils ont quel âge, vos enfants? Donc, j'ai 2 enfants. Le grand, il a 9 ans. Il est né à 9 ans et le deuxième à 6 ans. D'accord. Alors, je vous pose la question, je vais vous répondre en tant que coach et en tant que maman aussi, hein, parce que moi aussi, j'ai 2 enfants. Ils sont âgés de 13 et 8 ans. Et effectivement, il va falloir assurer également. Et puis, par la force des choses, je me suis retrouvée confinée toute seule avec mes enfants. Mon mari était en déplacement professionnel, il est toujours là-bas. Donc, je me suis trouvée dans la même situation. Donc, je vous réponds avec mes 2 casquettes. Alors, votre enfant de 9 ans, je pense qu'il est en âge où il peut apprendre l'autonomie, il peut apprendre à travailler seul, il peut apprendre aussi à manipuler un ordinateur et à faire ses devoirs tout seul. Évidemment, il y a la problématique des cours. Là, il y a les cours qui sont en ligne. Il va falloir peut-être que vous l'assistiez un petit peu, mais ce que je vous propose, c'est vraiment de faire un emploi du temps qui va être très carré. Parce que vous avez 3 casquettes. Vous avez la casquette de maman, la casquette de chercheur, doctorante, et puis vous avez la casquette de professionnel. Et par rapport à vos priorités, je ne sais pas quelles sont vos priorités, mais déjà, avec ces 3 casquettes, délimitez déjà, définissez qu'est-ce qui est prioritaire ou qu'est-ce qui est important pour vous. Par exemple, le travail, parfois, on est tenu, si vous êtes salarié, on est tenu à des horaires. Donc là, vous ne pouvez pas déroger à la règle. Pendant ces horaires-là, vous êtes obligé d'être présente pour votre travail. Expliquez cela à vos enfants. De telle heure à telle heure, ils ne peuvent pas vous déranger. Et puis, consacrez-leur un petit peu de temps pour leur expliquer leurs leçons ou les aider aux devoirs. Alors, du coup, ça passe d'abord par une communication claire, une communication avec des mots que les enfants, bien sûr, de 6 ans et de 9 ans peuvent comprendre, mais expliquez-leur que vous ne pouvez pas être à disposition de leurs questions. Et bien sûr, on sait que, surtout à l'âge de 6 ans, les enfants posent beaucoup de questions, etc. Vous pouvez leur dire que toutes leurs questions, vous pouvez y répondre de telle heure à telle heure. Vous savez, les enfants comprennent. Et puis, les enfants, ils ne peuvent pas faire les devoirs et les cours pendant des heures et des heures prolongées parce qu'un enfant se concentre beaucoup moins qu'un adulte. Donc, prévoyez une petite heure pour que vous puissiez travailler avec vos enfants dans le respect de vos horaires du travail et prévoyez-vous aussi un petit moment pour travailler sur votre recherche, mais je vais vous ajouter une autre chose, prévoyez un temps de répit pour vous. Parce que si vous êtes stressé, c'est peut-être parce que votre cerveau est toujours en ébullition, il est toujours en effervescence, vous êtes toujours en train de penser à beaucoup de choses en même temps. Donc, optez pour les to-do list, optez pour les listes, hein, écrivez tout ce que vous devez faire, comme ça permet de décharger votre cerveau et ça vous permet de ne pas ruminer. Et quand vous êtes en train de faire une tâche, vous allez vous concentrer sur cette tâche. Vous n'allez pas avoir l'esprit perdu avec « Ah non, mais il faut que j'aide le grand, il faut que j'aide le petit, il faut que je cuisine, il faut que je fasse ceci, cela, etc. » Donc, faites un emploi du temps, faites une to-do list, mais je vais vous ajouter une autre chose, faites une stop list. Il y a énormément de choses, Si vous ne les faites pas, il ne va rien se passer. Il n'y a pas mort d'homme. Le monde ne va pas s'écrouler. Donc, faites le tri dans vos priorités. Il y a certaines choses qui ne sont ni importantes ni urgentes. Vous pouvez ne pas les faire. Et ayez un petit peu de lâcher prise. Parce que, bon, on a tendance à vouloir que tout soit parfait, que la maison soit bien rangée, qu'il y ait à manger pour tout le monde, qu'on fasse bien notre travail, notre recherche, notre mission de maman, etc. Mais apprenez à lâcher prise. Ce n'est pas le moment de stresser, ce n'est pas le moment que tout soit parfait. On vit une situation vraiment particulière, il va falloir s'adapter. Donc, un emploi du temps, une to-do list des choses importantes et urgentes,
une to-do list des choses ni importantes ni urgentes. Donc, ça va être la stop list, les choses que vous n'allez pas faire. Et prévoyez du temps pour vous. Prévoyez vraiment du temps, un temps de pause pour vous. Parce que vos enfants, ils auront besoin d'avoir une maman épanouie et pas une maman stressée. Pratiquez la respiration. Et si vous savez ou vous voulez apprendre, pratiquez la méditation. La méditation, elle permet d'alléger le stress, vraiment de l'alléger. Et puis pour être productif, vraiment faites un emploi du temps et passez vraiment par la chose la plus importante qui est la communication avec vos enfants pour leur expliquer qu'il y a un temps pour eux, un temps pour votre travail et un temps pour votre recherche et puis un autre temps pour vous et pour votre vie de couple. Merci J'espère que beaucoup, j'ai Madame répondu Fedwa, merci. à votre question. Le temps, Oui, oui, à le tout. temps est serré. Je ne peux pas tout dire, mais j'espère que je vous ai donné des clés importantes qui vont vous aider, et surtout à la portée de tout le monde, qui vont vous aider à avancer. Merci beaucoup, merci. Merci. Je vous en prie, madame. Une intervention, c'est possible? Raoula, on ne t'entend pas. Oui, oui, allez-y, Madame Malnissi. Oui, déjà, merci beaucoup pour ce webinaire. C'est vraiment très enrichissant. Merci à tous les intervenants pour leur temps et pour avoir partagé tout ça. Juste une remarque, et ça rejoint justement les derniers mots de Madame Fedwa El-Qabsi, et en particulier pour les étudiants. On est en effet en période de confinement, on est désocialisé, mais je pense qu'on n'a jamais été aussi connecté. Donc, l'ennui, ça a du bon. Je voudrais juste que Madame Fedwa El-Qabsi mette un peu l'accent sur ce point-là, parce que justement, cette frénésie de vouloir peut-être faire ce qu'on n'a jamais fait maintenant en cette période de confinement, ça peut aussi être une source de stress, particulièrement pour les étudiants et pour les doctorants. Donc, prendre le temps de se déconnecter et de s'ennuyer un peu. Et j'aimerais beaucoup que Madame El-Qabsi mette l'accent sur ça et peut-être nous dire justement les bienfaits que ça peut avoir en cette période de confinement. Merci beaucoup d'avance. Je vous en prie, avec plaisir. Alors, l'ennui, il fait peur en fait, parce qu'on est, comme je le disais tout à l'heure, un peuple, une communauté dont la tradition est basée sur l'oral et sur le contact. On aime beaucoup voir les gens, on aime beaucoup parler aussi, nous les Marocains, on est bavards, hein, la preuve, hein, vous l'avez en face de vous. Du coup, tout ça m'amène à dire qu'on a peur de l'ennui, on a peur du silence. On a peur de l'isolement. Et du coup, on essaye de le fuir, on essaie d'événementialiser notre temps. Moi, j'aime beaucoup parler de ça parce qu'on veut à tout prix mettre beaucoup de choses dans notre emploi du temps. C'est pour ça que j'insiste sur les moments de pause, hein. Je l'ai dit pour les étudiants, je l'ai dit pour la maman qui a posé la question comment allier le télétravail, la recherche et sa mission de maman. C'est très important de s'accorder des moments de pause parce que pendant ces moments, vous donnez à votre cerveau du repos, du calme et vous lui permettez d'innover. Vous lui permettez de réfléchir sur des choses auxquelles il n'avait jamais réfléchi auparavant. Très honnêtement, moi, de ma propre expérience, moi, je pratique beaucoup la méditation à titre personnel et aussi une gymnastique chinoise qui s'appelle le Qigong, si vous connaissez, qui est aussi basée sur la respiration. Et à chaque fois que je sors de ce cours ou je sors d'une méditation, j'ai des nouvelles idées. Ces idées-là, elles ne me viennent pas quand je suis en train de travailler ou en train de faire mes tâches ménagères ou mes tâches de maman, etc., parce que j'ai l'esprit ailleurs. Mais quand je suis face à moi-même, j'arrive à le faire. Et c'est prouvé scientifiquement que c'est possible. Donc, c'est possible pour vous aussi. Accordez-vous un petit moment de répit. Accordez-vous aussi un petit moment de méditation. Ça peut être pendant la prière, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en position de lotus et de méditer pendant des heures et des heures. Ça peut être les 5 minutes de la prière. Ça peut être un moment où vous lisez juste un livre, juste pour le plaisir. Mais s'accorder des moments de repos, c'est ce qui permet au corps et au cerveau de se régénérer. Donc, il est important, quand je vous dis qu'il est important d'établir un emploi du temps, je vous confirme qu'il est important que dans cet emploi du temps, vous vous accordez des moments de pause parce que vous allez vraiment vous régénérer et vous allez permettre à votre cerveau de venir avec
des innovations, de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire. Et puis, vous allez peut-être découvrir des talents cachés chez vous. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc oui, je vous remercie d'insister sur ça, parce que c'est vrai qu'on parle de l'emploi du temps, on parle des tâches, etc. Mais peut-être qu'on a tendance à oublier l'importance de faire une pause, l'importance de se reconnecter à soi et l'importance aussi de se reconnecter à sa famille. C'est vraiment l'occasion de les connaître, de les découvrir et de passer du temps avec eux. Passer du temps avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Faites des jeux de société, regardez un film ensemble. Tout ça, c'est important parce que, vous savez, les loisirs, les liens sociaux, ça fait partie de nos domaines essentiels de la vie, hein. Il n'y a pas que le travail qui compte. J'espère que j'ai répondu à votre question, madame. Effectivement. Oui, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup à tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des choses à dire sur le travail à distance. Je ne sais pas si c'est les mêmes choses, si c'est les mêmes choses qui s'appliquent surtout aux individus ou bien s'il y a des choses qui s'appliquent aux employés et pas aux étudiants, etc. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, Madame Kratzi, pour qu'on puisse… Alors, le télétravail s'avère beaucoup plus compliqué à gérer en confinement que l'enseignement à distance. Pourquoi? Parce que je le disais tout à l'heure, l'enseignement à distance, il présente un très grand avantage qui est la flexibilité au niveau des horaires. L'étudiant, il gère lui-même sa charge de travail et il gère lui-même ses horaires. En revanche, pour quelqu'un qui télétravaille, il est tenu à être présent devant son écran à partir d'une certaine heure. Quand son employeur lui colle des réunions, il est obligé d'être présent. Donc, en fait, toute sa journée, elle est basée sur les contraintes professionnelles du télétravail. Il y a beaucoup de professionnels, selon les études, qui affirment qu'ils travaillent beaucoup plus depuis chez eux que ce qu'ils faisaient au bureau. Parce que, voilà, ils mangent un petit peu les heures de sommeil, les heures de repos, etc., au détriment du travail. Ils veulent avancer le travail, du coup, ils s'oublient. Ils oublient qu'ils ont aussi des horaires à respecter, en fait. Donc, ils prolongent les horaires. Ça, les études le montrent. Donc, cette tâche du télétravail, elle s'avère beaucoup plus compliquée à gérer que l'enseignement à distance. Et parce que la plupart des gens qui travaillent, ben, ils ont d'autres préoccupations. Donc, ce que j'ai à dire, en plus de ce qui a déjà été dit sur la gestion du temps, etc., c'est prenez en compte vos contraintes familiales et prenez en compte aussi vos besoins personnels, vos besoins de repos, vos besoins de loisirs, vos besoins aussi de sociabilisation. Essayez du mieux que vous pouvez de ne pas prolonger vos heures de travail. Je sais que vous avez des horaires, bah, au moins limitez-vous à ces horaires. Ne faites pas plus, hein, parce que le travail ne va pas se terminer de toute façon. Plus vous faites, oui, bah, oui, justement, il faut écouter. Plus vous faites, plus vous serez fatigué, plus vous serez stressé, plus vous rajoutez de l'angoisse. Et si vous vivez au sein d'une famille et vous avez des enfants à gérer, vous allez leur transmettre aussi votre stress et votre angoisse. Donc, vraiment, ménagez-vous. Voilà le dernier mot que j'aimerais dire à propos des télétravailleurs. Merci beaucoup. Je vous remercie énormément pour votre intervention, ainsi que Madame El-Karim et notre cher professeur, Monsieur Mzoueri. Je crois que Madame Imen Zmzani a certaines choses à dire. Je la laisse conclure et je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Alors, merci Raoula, merci infiniment. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier nos intervenants qui ont eu la gentillesse et le professionnalisme de répondre en long et en large à tous les questionnements de nos étudiants. Donc, en effet, et face à cette crise sanitaire qui a malheureusement engendré, comme l'a dit Madame Lechrepsi, bien des angoisses, des périodes de stress extrêmes, liées principalement à des questions existentielles que se sont posées nos étudiants et qui continuent, je le crains, à être posées, que ce soit par rapport au déroulement des examens, par rapport aux stages qui n'ont pas été effectués ou par rapport au fait de trouver un travail après leur cursus, surtout par rapport aux étudiants de deuxième année de l'école supérieure de technologie. Donc, ce sont des éléments que nous avons déjà eu l'occasion de discuter avec vous, avec eux, pardon, que ce soit moi-même ou Madame Jabari. Alors, à côté de ça,
ces mêmes étudiants ont eu la chance d'avoir un corps professoral et un staff administratif responsable et empathique qui a fait, je dirais, tout ce qui est en son pouvoir afin que ces cours à distance soient effectués dans les meilleures conditions, afin qu'il y ait un suivi par rapport au PFE, mais aussi et surtout un accompagnement afin de les soutenir en cette période difficile. Alors, la même chose s'applique, et là je rejoins ce qu'a dit Madame Al-Karim, s'applique pour les travailleurs à distance qui ont dû faire aussi des efforts colossaux afin de gérer à bien cette crise sanitaire qui a changé justement leurs habitudes professionnelles quotidiennes. Et donc, finalement, et là, nous parlons de tous les secteurs d'activité. D'où l'idée justement d'inviter Madame Fedwa El-Qabsi afin de partager avec nous ses conseils en tant que coach. Et elle l'a fait merveilleusement bien. Madame Yousra Al-Karim en tant que responsable logistique et achat qui a partagé également une vision très réaliste de la situation actuelle avec nos étudiants. Je remercie également M. Mzouari, professeur et collègue, qui nous a aussi fait part de ses opinions quant à cette question d'enseignement à distance dans les conditions actuelles. Je remercie chaleureusement nos étudiants de l'École supérieure de technologie pour leurs efforts et leur implication. Je suis agréablement surprise par le travail effectué. Et finalement, je remercie tout particulièrement Madame Jabari, collègue et amie, pour ses idées novatrices, qui sans elle, ce webinaire n'aurait pas eu lieu. Merci à toi. Finalement, on peut tout simplement dire que cette crise sanitaire n'a pas eu que des effets néfastes, si je peux me permettre, parce qu'elle a permis à un tel pays que le Maroc de se surpasser par rapport à cette question de travail et d'enseignement à distance, une pratique habituelle dans d'autres pays, mais peu utilisée ici au Maroc. Donc voilà, nous remercions encore une fois nos intervenants, le CED de l'Université Ibn Tufayl, l'École supérieure de technologie pour leur soutien. Ayoub qui a assuré. Oui, tout à fait, Monsieur Ayoub. Monsieur Soleimani. Monsieur Soleimani aussi. Et toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la réalisation et à la réussite, je le pense, de ce webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Ayoub. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir.